Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Euh, Écoute, je sais qu'il fait froid encore, mais tranquillement, ça commence à faire chaud, il y a plus de soleil, je suis bien content. Tranquillement, Baron Mag vous annonce qu'on fait des nouvelles verticales qui s'en viennent. Bien sûr, vous pouvez commencer à voir tranquillement notre site en anglais qui apparaît sur Baron Mag. Comme vous savez, nous autres, on veut vraiment mettre en place tout dans un coin plutôt qu'avoir deux sites différents. Une section anglophone, comme vous savez, on est souvent au Canada anglais depuis longtemps, pas mal. On va annoncer dans pas long quelques partenariats qu'on a fait avec des partenaires canadiens, puis aussi un partenaire américain. Et également, comme vous savez, on travaille sur les prochains journaux déjà. Ouais, c'est en novembre, mais on travaille déjà là-dessus. Puis une tournée qui s'en vient, comme vous voyez sur notre site. Ce podcast est commandité par PivoHub. Si vous êtes une compagnie d'alimentation ou de boissons, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre data, qu'est-ce qui se passe avec les ventes, comment on peut vous aider. PivoHub.com peut vous aider à l'aide de ça. Comme vous savez, depuis l'année passée, on fait beaucoup d'entrevues avec eux autres. Ça va bien. Le monde aime beaucoup ça. Puis ça fait différent de voir ce qui se passe dans la perception de l'industrie. Et également, la raison que nous autres travaillons de plus en plus, vous voyez sur notre site, c'est que on va faire de plus en plus d'entrevues sur l'alimentation, puis la façon de se lancer dans l'alimentation. On a eu beaucoup de feedback en lien de ça. Puis vous allez voir une série d'entrevues qui s'en viennent avec des consultants, avec des centres d'études, des écoles un peu partout, qui vont mettre en place un peu l'idée en arrière de ça, de qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation. Parce qu'honnêtement, j'ai eu beaucoup de demandes. Comme vous savez, il y a une grosse pression sur la boisson, grosse pression qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. On ne peut pas se batailler dans les dépanneurs avec un nouveau produit, que ce soit un RTD, une bière sans alcool, tout ça. Puis on veut vraiment que donner de la chance au monde de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, le Québec est très connu pour avoir des bons consultants du monde qui s'en lancent là-dessus. So, vous allez nous voir un peu plus là-dessus. So, beaucoup d'articles de consultants qui s'en viennent sur l'alimentation, beaucoup d'entrevues sur l'alimentation, puis bien sûr la restauration, tout ça, parce que ça fit avec la microbrasserie à 100%. Si vous avez des questions, leonardo@barmac.com. Et bien sûr, abonnez-vous à Ballon Pro, qu'on a de plus en plus d'abonnements là-dessus. On vous remercie. Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi des courriels, Facebook, tout ça. On s'en vient avec ça. Comme je disais au début du podcast, on va commencer à faire de plus en plus de discussions avec des consultants d'alimentation, plus de monde là-dessus, dans cette industrie-là, pour que le monde comprenne un petit peu les défis qu'il y a de ça. Bien sûr, se lancer là-dedans, c'est pas magique. Puis je veux vraiment que le monde comprenne ça parce que aujourd'hui, j'ai été à quelques événements, puis quelques rencontres, puis ça a été la discussion, c'est quoi? Is it magic? It is not. So, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On parlait avec M. Simon Drolet-Laflamme, de Food Geek. Food Geek, c'est des consultants en restauration, consultants dans l'alimentaire. Puis j'ai parlé avec lui parce que je voulais vraiment comprendre un petit peu, number one, puis sa job, qu'est-ce qui se passe dans les tendances qui s'en viennent. Puis, tu sais, nous donner un petit peu un feedback à de ça, c'est comme, qu'est-ce les défis, puis aussi tu sais, to do or not to do, qu'est-ce qui se passe dans la bouffe. C'est ce qu'on a besoin. So, écoute, Simon Drolet, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Leonardo, je suis très content d'être avec vous. Bien, merci encore. Je sais que c'était beaucoup de gros au début, quand j'ai dit au monde qu'est-ce qui se passe. Mais comme je dis au monde, j'ai eu beaucoup de questions depuis 1 an, 2 ans à peu près du monde qui se lance là-dedans. Puis je veux vraiment que le monde comprenne les difficultés, number one, les gros défis qu'on a de ça. Puis c'est pas parce que tu fais une pizza congelée chez vous que tu peux la vendre partout. Puis il y a des étapes à de ça. Mais avant de commencer à parler de ça, puis les tendances, tout ça, parlons un petit peu de Food Geek et qu'est-ce que vous faites, vous autres? Oui, ben, on est des experts conseils pour le food business. Donc, on accompagne autant des restaurants que des compagnies agroalimentaires dans des mandats assez variés. On fait de la R&D, du développement de produits agroalimentaires, donc de la formulation, du développement de concepts, puis aussi de l'optimisation de coûts de produits existants. On vient aussi dynamiser le processus de création des fois, donc des plus gros industriels, des plus grosses entreprises bien établies. On vient nourrir la réflexion sur le développement de nouveaux produits. On fait de la recherche théorique pour eux. On anime des rencontres pour aller sortir des nouveaux profils de saveurs, pour penser à des nouvelles catégories de produits sur des lignes existantes, par exemple. On fait aussi de la mise en place de plans de contrôle qualité. On touche aussi aux équipements puis aux procédés. Souvent, c'est de l'optimisation de procédés. On a des clients qui arrivent là, au niveau artisanal puis qui veulent
passer au niveau semi-industriel, ils se posent des questions, budget, optimisation de processus, efficience, des enjeux de coûts, de main-d'œuvre. Donc, on interagit dans des projets comme ça. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur donc l'optimisation du positionnement, donc partir de l'idée initiale, puis de se rendre jusqu'au retail. Il y a tout un chemin de réflexion puis de développement de produits. Donc, on aide les clients à optimiser leur positionnement, à se poser des questions sur les clientèles. Est-ce qu'on vise les bonnes clientèles? Est-ce qu'on a le bon produit pour ces bonnes clientèles-là? Est-ce qu'on a le bon vocabulaire pour s'adresser à eux? Des fois aussi, est-ce qu'on a les bonnes saveurs? On cherche un produit plus upscale, on va avoir un clean label, on a-tu les bons ingrédients sur notre liste? Donc, on va accompagner des entreprises là, dans cette réflexion-là et dans ce développement de produits-là. C'est vraiment un 180, 360, dépendance où ce qui était dans ton moment. C'est vraiment que tu fais tout pour les autres. Oui, j'aime dire qu'on est un one-stop shop, toujours centré au niveau de la nourriture, du food. C'est vraiment ça notre base. Là, moi, je suis à la base diplômé du THQ en cuisine, mais j'ai étudié en chimie alimentaire et en administration des affaires. Et mes collaborateurs ont tous c'est pour ça qu'on s'appelle Food Geek. Ils sont tous des geeks dans leur segment de marché, donc que ce soit en commercialisation, en R&D, en contrôle qualité. On a des gens pointus qui sont capables là, d'interagir sur les projets d'affaires puis de créer du changement. C'est ce qu'on veut. On n'est généralement pas là pour des accompagnements très longs. On fait des interventions ciblées et puis on crée là, des résultats. Et c'est ce que j'aime voir, là, des entreprises qui sont transformées et qui avancent à l'aide de nos services. Mais excellent. C'est quoi les tendances qui existent dans l'alimentation maintenant au Québec? Tu sais, maintenant, c'est avec les coûts qui montent, le monde, c'est le côté élastique des portefeuilles, de moins en moins avec les gens tu sais, qui ne vont pas au restaurant, des produits. Tu sais, on voit beaucoup ces tendances-là on ne sort plus au restaurant comme avant. On veut envoyer des produits moins chers, des produits plus santé. Tout le monde veut le meilleur, mais me payer moins cher. C'est pas mal. C'est ce que j'ai compris l'autre fois, Ouais. parce que c'est Dux, tout le monde veut des produits comme ça. C'est avec tout le monde qui se parlait. Toi, qu'est-ce que tu vois comme tendance pour l'instant dans l'alimentation au Québec? Oui, ben c'est pas léger. Ce que tu viens de mentionner, c'est quand même des tendances lourdes. En restauration, il y a eu un gros changement dans les habitudes de socialisation, dans la baisse du budget associé aux dépenses hors foyer, aux dépenses d'alimentation hors foyer. Je pense que ça affecte aussi l'agroalimentaire. Il y a un resserrement qui est probablement qui n'est pas permanent, là. Des vagues comme ça, on en a connu dans le passé. Moi, je suis en restauration depuis 20 ans, 25 ans maintenant. Et donc, j'en ai vu moi-même en tant qu'employé, en tant que propriétaire. Pour l'agro, une des tendances que je vois beaucoup qui sont dans les demandes entrantes aussi de mandats, là, c'est la nutrition fonctionnelle, les ajouts de protéines. Donc, des plus jeunes clientèles cherchent à s'alimenter, mais ça devient aussi la façon de s'alimenter, ça devient aussi une façon là, d'optimiser la performance. Ça, c'est un gros trend. On est sur un projet en ce moment là, de produits protéinés pour un client qui veut lancer son produit dans les dépanneurs. Le clean label demeure. Donc, s'alimenter bien, s'alimenter mieux. On a des demandes là, de gens qui veulent. Ça fait partie des fondements du produit là, à la base du projet d'affaires. Donc, aller nettoyer les listes d'ingrédients, questionner certains ingrédients fonctionnels, faire de l'optimisation. On part d'une recette qu'on a historiquement, puis on veut la rendre clean label. Donc, on a des mandats autour de ça. L'approvisionnement local n'est plus quelque chose de momentané. C'est rendu un fondement. De plus en plus, dans l'agroalimentaire, les enjeux sont importants parce qu'il y a des enjeux de prix qui viennent avec ça aussi assez rapidement. Donc, on va des fois aller choisir la provenance de certains ingrédients. Donc, la farine est locale, mais peut-être pas les ingrédients fonctionnels. Puis, les ingrédients qui sont en plus petit pourcentage qui nous permettent de jouer sur le storytelling puis d'aller là, travailler un message qui fit là, aussi avec le prix de vente puis les coûts du produit. Beaucoup d'intérêt pour
euh, les fruits et légumes locaux. On va essayer d'intégrer ces ingrédients-là. Donc, au lieu d'aller chercher des ingrédients qu'on utilise classiquement dans le produit, on va aller développer un produit en fonction de ce qui est disponible dans le marché. C'est à peu près les Il y a beaucoup de tendances monde. triées sur le volet, là. Mais nous autres, c'est ça, la raison, comme je dis, on avait voulu parler avec vous, c'est comme je disais au début là, de notre podcast, c'est notre balado, c'est que nous autres, notre lectorat, nous autres, c'est du lectorat professionnel, de la boisson, beaucoup de brasseurs qui nous lisent, qui nous écoutent. Puis la question, souvent, que depuis un bout de temps, je reviens avec eux autres, comme tu dois savoir, dans la boisson, dans tout ça, quand tu as un taproom, tu as un restaurant, tu vends ton produit directement au client, c'est là où tu fais ton argent. C'est pas mal ça. Quand tu fais des canettes, tout ça, c'est Gatsby, whatever, ce qui se passe. Mais c'est de plus en plus, le but, c'est avoir chez vous, avoir ton client, tout ça. Puis une section alimentation, c'est très important, number one. Puis l'autre affaire qu'on voit le volet, qu'on voit nous autres souvent, c'est le volet. Écoute, on a un four de pizza ici, on fait une sauce que tout le monde aime. On voit le monde fonctionner avec ça. On va au CIAR, on va dans les white labels, on voit toutes ces affaires-là. On voit quand même que côté marketing, côté vente, c'était intéressant. Ça. So, nous autres, le but de savoir de comment mettre en place que le monde comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on lance un produit alimentaire à l'aide de ça. Est-ce que, tu sais, c'est sûr qu'il faut valider le marché, il faut avoir une vision stratégique, il faut peaufiner sa marque, il faut développer le développement de produits, tout ça. Mais l'affaire, c'est que nous autres, on veut comprendre vraiment, c'est est-ce qu'il existe, tu sais, c'est comment on fait pour arriver à ce point-là, de A à B, que j'ai une pizzeria chez nous, je veux vendre la pizza, je mets ça en place, ou number two, mettre en place qu'on s'appelle une cuisine qui soit pas trop cher, mais qui soit fonctionnel, qui fit avec qu'on appelle ça, avec mais notre vision qu'une microbrasserie ou une compagnie de boisson. C'est deux Ouais. questions. Hein. C'est compliqué, mais comme je dis, j'y ai pensé depuis plus qu'un an, j'y ai pensé à cette histoire-là. Tu sais. Oui, ben, on reçoit beaucoup de demandes aussi en ce sens. Tu sais, le rêve d'être listé dans les grandes bannières à travers tout le pays, entre ça puis la réalité, il y a quand même tout un monde. On a quelques exemples de gens qui ont réussi ce lancement de produit-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 70% des produits agroalimentaires qui ne font pas un an et demi sur les tablettes. Donc, il y a plus il y a plus de produits qui sont retirés là, que de produits qui font leur chemin. Moi, j'ai beaucoup de demandes là, de particuliers, d'entrepreneurs qui ont une recette, qui ont un produit qui est aimé dans le cercle proche, puis qui veulent le commercialiser. Et donc, je démarre souvent là, la démarche avec eux en ayant une discussion sur le produit, sur leur vision. Puis souvent, c'est pas tant un problème de goût, mais un problème de modèle d'affaires. Donc, ça prend plusieurs compétences pour se lancer en affaires. Vos abonnés le savent, ils sont déjà propriétaires d'entreprises. Pour lancer un produit en agro, ça prend des compétences de management, bien sûr des compétences de marketing, de vente. Puis après ça, on tombe dans des compétences reliées à la production et au contrôle qualité, à la R&D. Et souvent, le but du jeu, c'est d'en posséder le plus possible à travers ces compétences-là, puis d'aller externaliser, d'aller engager des gens qui sont des Jedi dans ces compétences-là. On peut avoir des gens, donc quelqu'un de vente puis de marketing dans notre équipe, puis aller externaliser la R&D, par exemple. L'intérêt, là, c'est vraiment d'aller recueillir le plus là, de ces compétences-là. Ça prend aussi une capacité de production. C'est pas négligeable. Les gens démarrent, puis ils ne réalisent pas la demande qui va venir, puis les défis reliés à ça, des enjeux de cash flow, des enjeux là, de fronter les emballages, les matières premières, passer des contrats d'approvisionnement sur les matières premières stratégiques qu'on a besoin. Donc, la capacité de production, c'est un gros enjeu. Il y a certains joueurs dans l'agro qui décident d'externaliser leur production. C'est un modèle. Donc, on va conserver la marque, on s'occupe de la distribution, du marketing, puis on va externaliser chez un joueur qui a des capacités de production beaucoup plus importantes que nous et qui est capable de nous fournir notre produit
probablement incluant sa marge à un coût inférieur d'une autre, là, si on s'était équipé d'une usine. Donc, il y a la capacité de production, la compréhension du marché aussi, je vous dirais, là, les joueurs, comprendre les distributeurs, comprendre les points de service, comprendre la dynamique du marché, les tendances, puis s'inscrire dans un segment qui va être pérenne dans le temps. Ça, c'est un enjeu important. En ce moment, il y a une mode là, sur les produits protéinés, sur le bubble tea. Bon, ben, on va se lancer là-dedans, puis on va bâtir une entreprise. Est-ce que ce segment-là va être encore là dans 5 ans? C'est des questions là, qui m'intéressent en tant qu'homme d'affaires. Ça prend du cash aussi. Ça prend des fonds pour le marketing. Toujours du cash, ouais. Ça prend des fonds pour le déploiement, la mise en marché. Des fois, on pense qu'on va finir notre R&D, on a un bon produit, on va en faire 20 emballages, on va aller porter ça chez les bannières, puis le produit va se ramasser sur les tablettes. Mauvaise nouvelle, ça prend beaucoup d'argent pour le déploiement, puis la mise en marché, l'activation, les courtiers, les démos en magasin, les rabais, les frais de retour. Donc, il ne faut pas oublier de bien capitaliser cette mise en marché-là, puis d'avoir déjà assez de fonds ou des capacités d'emprunt là, pour couvrir cette facette-là. Plusieurs joueurs vont choisir de partir plus petit, régionalement. Donc, capacité de production plus petite, on fait un réseau, puis on bâtit quelque chose de solide. C'est rarement là, la première étiquette qui va, puis le premier produit qu'on lance qui va se ramasser exactement en épicerie. Donc, il va y avoir des itérations, il va y avoir des changements de formulation, de brand, d'image de marque. Et puis, de partir plus petit, bien, ça permet de faire ce chemin-là, puis de se casser les dents un peu dans ce processus-là avant d'attaquer des réseaux de distribution plus importants. Et donc, de se construire là, un modèle d'affaires qui est solide. Puis aussi une histoire à raconter, une histoire de succès dans son marché local avant de se lancer à la grandeur du Québec. Et puis dernièrement, je dirais un instinct d'affaires. Il n'y a personne qui nous donne les clés de la réussite. Donc, il faut analyser le marché, il faut avoir une bonne lecture des profils de clientèle qu'on vise, s'inspirer d'autres industries aussi. Souvent, il y a des succès dans l'industrie juste à côté là, de la barre de chocolat, de la gourmandise, du snacking qui peut être applicable aux produits qu'on vise. Donc, cet instinct d'affaires-là aide l'entrepreneur à choisir les bons, faire des choix de matières premières, des choix d'image de marque. C'est quoi le logo, qui qu'on vise. Donc, cet instinct-là devient pour moi le principal outil là, pour réussir dans l'agroalimentaire. Et pour ceux qui veulent se lancer, disons que je suis un brasseur qui a un restaurant, ils veulent le garder très local pour l'instant pour développer tout ça, sa validation de marché qu'on appelle, pour savoir si ça fonctionne ou non. Est-ce que votre conseil à vous, c'est vraiment commencer par quelque chose de très local, si on n'a pas de cash flow, parce que cash flow, c'est important, bien sûr. Mais, tu sais, nous autres, il y a une compagnie, on dit tout dans son nom, il a commencé comme ça, lui, c'est qu'il avait sa pizzeria avec son restaurant, il a commencé à vendre ses pizzas locales, la location. Il a réussi à vendre 2-3 dépendants compris tranquillement. Il a buildé sa compagnie. Dans 5 ans maintenant, c'est presque 60% de son marché, de sa business, c'est de la pizza. Est-ce que de commencer vraiment petit pour vraiment valider le marché, c'est un conseil intéressant pour ceux qui n'ont pas ça, parce que quelqu'un ne peut pas avoir 2 équipes de vente, 2 équipes, parce avoir un département alimentaire de bouffe, c'est de vente, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui s'occupe à 100% là-dessus. Comment quelqu'un avec ce qui se passe dans l'industrie maintenant, pouvoir travailler en tout seul ce produit-là pour l'instant, tu sais? Oui, si on a déjà un gagne-pain, ça aide à rendre ça viable. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà une business, bière, resto, puis qui veut lancer un nouveau segment, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans ce chemin-là. Tout ce qui est emballage, enjeu de brand, faire de la restauration, c'est une chose, mais avoir l'ambition de distribuer ses pizzas puis de se battre avec des industriels qui ont des départements entiers de marketing, ça c'en est une autre. Là. Donc, il y a un certain apprentissage, une courbe d'apprentissage qui est
des fois un peu brutal pour certains. Fait que moi, je trouve que de démarrer plus petit, ça permet d'apprendre ces différents segments-là, puis de tester la popularité du produit. Puis, tu sais, si on tombe dans un filon avec la bonne recette, le bon produit au bon moment, on va assez rapidement sentir cette traction-là qui est présente. Il ne faut pas aussi avoir peur d'aller chercher du coaching. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec qui ont eu du succès, des entrepreneurs qui ont fait leur argent puis qui ont vendu. Donc, aller identifier, faire des démarches. Il existe des réseaux de coaching. Moi, j'accompagne des gens qui sont donc, on a une relation d'affaires ensemble. Moi, je les aide au niveau recherche-développement, produits. Puis, ils ont 2 coachs avec eux en même temps Wow. pour les aider au niveau stratégie d'affaires, distribution. Tu sais, aller chercher quelqu'un qui a déjà été listé chez Métro et chez IGA, ça aide beaucoup quand c'est le temps de faire les bons choix dans le modèle là, de développement. Et si vous choisissez donc d'arrêter votre emploi puis de démarrer un nouveau segment d'affaires là, entièrement, je vous conseillerais de prendre le temps de faire votre plan d'affaires correctement avant de vous lancer. Des fois, on a des demandes là, de clients qui aimeraient que leur produit soit prêt dans 3 semaines parce que dans leur échéancier, le produit doit sortir au mois de mars. Je vous dirais, tout ça prend du temps. Ça ne prend pas juste du temps à cause des intervenants là, que vous allez engager puis du travail que vous allez faire, mais ça prend du temps à arriver à une vérité solide, à faire émerger le vrai du faux. Donc, je trouve que avoir un bon plan d'affaires solide, prendre le temps de travailler la stratégie, puis d'aller chercher des pros à chacune de ces étapes-là va vous permettre là, au final d'avoir plus de succès puis d'écourter là, le délai avant d'atteindre le marché. Là. Ce seraient principalement les conseils là, que je donnerais. Quels sont les défis opérationnels qui se trouvent, qui sont majeurs, tu sais, pour une compagnie qui a déjà une compagnie en soi, disons, de boissons puis savoir alimentation? C'est quoi les défis opérationnels que tu vois en arrière de ça? Tu sais, moi, quand je suis allé il n'y a pas longtemps à un événement de bouffe, je voyais souvent que le monde, l'incompréhension comment ça s'appelle ça, sur la distribution, tendance future, ces affaires-là. Mais toi, c'est quoi les plus gros défis que tu vois quand ça commence, tu peux te lancer là-dedans? Il y a un défi réglementaire. Donc, pour des gens qui sont déjà dans l'alimentaire, c'est moins pire. Mais tu sais, être listé au dépanneur du coin, être listé à une épicerie indépendante du coin, puis être listé Canada-wide chez Sobeys, c'est un monde différent. Ça demande, les grosses bannières demandent une structure de démarche de contrôle qualité. Ça dépend beaucoup du produit. Donc, si on fait là, un mélange d'épices versus là, une pizza congelée avec des protéines, avec de la viande, la réalité est tout autre. Mais en gros, il y a un volet contrôle qualité qu'il ne faut pas négliger quand on commence à grandir. Les bannières vont demander à ce que le producteur contrôle son niveau de risque, puis il y a une démarche là, de contrôle des risques. Au niveau opération, le modèle en agroalimentaire, c'est un modèle où le coût de nourriture, là, donc le volet du prix de vente final qui est attribué à la nourriture est très faible. C'est un modèle de grosse capacité de production où on produit, où on a des bonnes cadences de production et puis ça vient avec une certaine automatisation assez rapidement. OK. Donc, les gens ont un modèle en tête là, d'un restaurant. Je fais de la pizza dans mon restaurant, ça a toujours bien été. Je vais faire de la pizza nuit et jour selon le même modèle. Puis, on va lancer ça, puis ça va bien aller. Assez rapidement, quand on atteint les bannières, on se rend compte que notre prix de vente ne cadre pas avec les prix de vente de la concurrence. Pourquoi? Parce que notre capacité de production n'est pas assez élevée. Donc, en démarrage, assez rapidement, des fois, moi, je réaligne là, la stratégie que l'entrepreneur a pris pour essayer d'aller chercher probablement un petit peu plus d'emprunt pour aller tout de suite viser la bonne capacité de production. Un produit artisanal là, fait rarement son chemin jusqu'aux épiceries. C'est quasiment impossible. Donc, il faut avoir une certaine taille critique
pour être capable de produire assez de produits pour abaisser son coût de production en termes de main-d'œuvre et pour arriver avec des prix de vente qui font du sens là, en alimentaire. Il y a quand même des enjeux d'équipement. Quand on ne connaît pas ça, c'est quand même assez compliqué là, d'aller choisir. Entendu aussi, hein. J'ai c'est ça, des clients qui font venir un équipement de Chine. On se rend compte que 2 ans après, ben, l'électricien n'est même pas capable d'intervenir parce qu'il n'y a même pas il y a même pas de schéma électrique dans l'appareil. Donc, il y a quand même, il y a quand même des enjeux au niveau équipement. Il existe beaucoup de ressources. Puis, heureusement, les fournisseurs d'équipements sont généralement de bons conseils. C'est sûr qu'ils vont vous proposer leurs équipements, mais moi, j'ai fait affaire pour des clients avec des compagnies spécialisées là-dedans qui t'aident là, à aller choisir tout de suite le bon type d'équipement. Nous autres, on accompagne nos clients pour représenter leur intérêt là-dedans, puis de s'assurer qu'ils se font proposer les bonnes solutions, puis que ça fit aussi avec le procédé qu'on souhaite faire, avoir la bonne technologie qui fit avec la composition, la texture, l'aspect organoleptique du produit. Là. Donc, choisir les bons équipements. Puis, c'est rare qu'on ait ces compétences-là là, quand on se lance dans l'agro. Souvent, là, le profil est plus un homme d'affaires relié aux aspects vente, modèle d'affaires, plus qu'au niveau production. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide à ces étapes-là pour bien se faire outiller. Ouais, je pense que ça fait le tour. Question pour toi, quand tu dis qu'à un moment donné, tu arrives à un volume total, c'est comme dans tout, comment on fait pour choisir son bon copacker? C'est parce que, il doit avoir, comme un peu partout, il voit des copackers, que ce soit des copackers à la mitaine, des copackers qui essaient de sauver leur business, ou des copackers professionnels, tu sais. On a tout le temps les choix comme ça, puis dans tous les copackers que j'ai été là-bas, j'en ai vu que c'était, j'ai de la place, je te mets là-dedans, puis ça foire tout. Puis ceux qui sont très professionnels. Comment tu choisis ton copacker? Selon toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner dans l'arrêt de ça? Hmm. Ben, bien sûr, vous allez avoir un contrat puis un deal avec ce copacker-là, mais avant tout, l'aspect humain, pour moi, m'importe, à qui j'ai affaire. Parce que dans tout ça, votre copacker va devoir à un moment donné vous aider. Les palettes ne sortent pas. Il y a tout le temps des situations critiques où au final, c'est votre relation avec votre coworker qui va vous sauver. Donc, avant de settler un deal, moi, je m'assure d'avoir quelqu'un autour de la table avec qui là, l'échange est intéressant. Un homme d'affaires qui a besoin de nous aussi, choisir la bonne taille, c'est-à-dire que si vous choisissez un copacker qui est trop gros pour votre produit, ben oui, vous bénéficiez de ses capacités de production, mais vous êtes aussi une petite souris là, dans son univers. Et donc, choisir quelqu'un qui a la bonne taille, c'est aussi s'assurer d'être important dans l'équation de son copacker parce que la relation peut bien aller pour 1 an, 2 ans, puis soudainement, ben, on perd notre capacité de production, puis là, ça met en péril notre modèle d'affaires. Donc, choisir la bonne taille, pour moi, c'est capital. Puis, tu sais, c'est des gros, c'est des choix importants. Des fois, on a à dropper 50, 75, 100 000 pour des lots de production. Ce qui fait que c'est beaucoup d'argent immobilisé. Fait que je m'assure que l'aspect légal soit solide avant de me lancer pour ne pas tomber là, Dans des cracks, quoi. dans des cracks ou à 1 mois de la faillite là, de notre copacker, que les stocks soient immobilisés chez eux. Donc, ouais, je m'assure d'avoir quelqu'un de solide. Puis, il y a aussi la capacité de R&D de son côté. Donc, je veux m'assurer que ce joueur-là a des capacités de contrôle qualité, une capacité de R&D minimalement, là, être capable de troubleshooter des variations sur mon produit. J'ai problème avec tel lot. Il y a un brunissement qui apparaît qui est un peu en dehors là, du champ du spec qu'on a défini comme étant acceptable. Ben, cet industriel-là est capable de troubleshooter, d'optimiser, d'avoir des réponses. C'est des choses que je veux voir avant là, de me lancer avec un copacker.
OK, ça veut dire que le number one conseil que je vois pour la discussion là-dessus, si on pourrait passer des heures là-dessus, j'ai comme tellement de questions à te poser là-dessus, c'est vraiment avoir un professionnel en arrière de toi, avoir quelqu'un qui, comme toi, qui peut vraiment voir tout ce qui se passe dans l'industrie en soi, parce que c'est compliqué comme dans tout ce qu'on se lance, hein, puis en plus, l'alimentation, c'est que le monde mange ça, qu'il arrive des accidents où c'est mal fait, tout ça, l'empoisonnement, ça peut arriver plein de choses comme ça. So, comme je disais au début, le défi de se lancer dans l'alimentation, c'est pas magique, cette histoire-là. C'est vraiment beaucoup de travail en arrière de ça, avant de se lancer là-dedans. Oui, moi j'agis souvent à titre de coach, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui a c'est c'est le client qui a les rênes de son projet, pas l'ambition de le remplacer, mais je vais lui dire clairement ma vision de la chose, par exemple. Je ne vais pas me gêner pour quand je vois des glitches, soit dans le modèle d'affaires, soit dans la formulation, soit dans son modèle de production, d'y partager ce que je sens, ce que je vois. Euh, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un coach puis de consultant. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se lance puis qui font une bonne partie du chemin seul. Moi, je vous dirais que si vous avez les fonds reliés à votre projet d'affaires, ben, de prévoir un certain coussin pour se faire coacher ou ne serait-ce que challenger. Des fois, moi, j'ai des mandats très courts là, d'une dizaine d'heures. On fait quelques meetings, on valide on va aller valider le positionnement, on va voir si les fils sont bien attachés, des clients qui sont incertains par rapport à leur modèle d'affaires, qui se posent des questions, ben, on va aller des fois juste rassurer. On ouvre aussi une porte dans le cadre du mandat sur le volet de contrôle qualité, d'étiquetage nutritionnel, des enjeux reliés au développement futur de nouveaux produits. Donc, l'entrepreneur a quelques profils entre les mains, mais il souhaite avoir 5, 6 profils de saveur plus tard. Bon, ben, on peut engager un mandat de développement là, de produits plus tard. Moi, je trouve que faire affaire avec des pros, avec des geeks, ça permet de sauver du temps. Puis des fois, c'est un investissement qui est très intéressant. Euh, puis il n'y a pas juste les consultants, comme je disais, là, à aller avoir du coaching, aller chercher de l'aide dans son milieu, ça sauve énormément là, de temps. Là. C'est capital, en fait, je trouve. Ben, excellent. Écoute, Simon, comme je dis, j'ai beaucoup de questions à demander. Je pense qu'on va faire des entrevues comme ça parce que ce volet-là, c'est un volet qui est en train d'exploser tranquillement dans notre lectorat. Puis je pense qu'on va, de plus en plus, comme je dis à tout le monde, on va lancer une infolette dans pas long à chaque 2 semaines pour parler de qu'est-ce qui se passe dans ça. Avant de partir, je veux savoir comment si quelqu'un veut te contacter, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a, à part bien sûr par courriel, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut travailler avec toi? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent? Tu sais, quand je sais qu'il y a des programmes gouvernementaux qui peuvent aider les entreprises qui veulent se lancer dans des produits comme ça. Comment ça fonctionne pour, disons, avoir les premières journées avec toi, les premiers contacts avec toi? Oui, bien, Foodgeek, www.foodgeek.ca, notre site web. Vous pouvez me trouver sur plateforme LinkedIn, entre autres. Je vous dirais que ben, ça passe par un premier formulaire, un premier email, puis on se parle. Je suis très accessible là, pour avoir un premier contact puis pour voir si on peut vous aider. Si on ne peut pas vous aider aussi, je vous aiguille vers des pros qui répondent exactement à votre besoin. J'ai un client là, qui m'est revenu avec des enjeux de crédit d'impôt pour la R&D, des crédits d'impôt fédéral. On n'est pas des pros là-dedans. J'y ai référé à quelqu'un que je connais. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour ce qui est des subventions, on est affilié avec AgriConseil qui va intéresser plusieurs de vos abonnés. Donc, AgriConseil couvre plusieurs volets. Il y a un volet gestion auquel on peut participer, tout ce qui est plan d'affaires, plan de production, optimisation de la cadence de production. Et un volet aussi construction de kiosques. Vous produisez là, localement votre produit, vous cherchez à avoir un volet de restauration ajouté à ça. Plan de commercialisation également. Donc, AgriConseil couvre là, selon votre statut. Là, les producteurs bio ont encore plus de subventions reliées à ce programme-là. Mais on parle là, d'un potentiel de 5 000 par année. Euh, donc, subvention à 50 des montants totaux. C'est un programme qui est super intéressant. Il existe des subventions aussi
avec le MAPAC sur d'optimisation amélioration de l'efficience, tout ce qui touche aussi à l'augmentation de productivité. Le MAPAC couvre ces enjeux-là. Donc, vous pouvez nous contacter. On pourra vous aiguiller vers le bon programme. On est des gens très parlables, qui aiment aider les entreprises. Donc, un premier contact, c'est la clé, je pense, là, pour démarrer une démarche là, de conseil. Question comme ça, c'est quoi les 2 produits que vous avez aidé à lancer, que vous avez fait comme c'est un coup-circuit, hein, c'était vraiment intéressant, que tu ne voyais pas venir? On accompagne un gros joueur là, de la frite de patates douces au Québec en ce moment qui lançait une gamme là, de produits. C'est une démarche qui est en cours en ce moment, mais j'ai bien hâte là, de voir le fruit. Là. On parle d'un industriel qui a une usine aux États-Unis puis une usine en Égypte. C'est quand même assez gros. Nice. J'ai accompagné aussi récemment un entrepreneur que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Grain des Cantons, qui est en train de lancer un tortillas biologique dans le marché du retail. On est sur un projet en ce moment de barres protéinées, donc des barres qui sont vouées à remplacer là, la collation de fin de soirée. Donc, barres protéinées à faible indice glycémique. Donc on travaille là, sur toutes sortes de projets à travers l'année, à travers le temps là, de mise en production. Puis c'est toujours un défi de capter c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le projet d'affaires, c'est quoi l'intérêt de l'entrepreneur, c'est quoi ses défis. Assez vite, je vais être capable d'identifier là où ça cloche, puis là où on peut l'aider, puis on a un edge. Et puis je me concentre là, sur ces volets-là en lui laissant les volets qu'il maîtrise, là, qu'il possède déjà. Moi, c'est ça vraiment là, qui me passionne, essayer de laisser une trace pérenne là, à la fin du mandat, puis pas juste là, d'avoir eu des meetings où on se dit des belles choses, mais bien de finir avec du solide, avec des formulations qui ont avancé, avec des enjeux qui ont été réglés. Moi, ce que je suis content dans l'alimentation, c'est que le design il est de plus en plus beau. J'ai connu les temps hippies de l'agro biologique, c'était vraiment tellement mauvais, là. C'était fait comme avec Microsoft Paint un peu dans le temps. Maintenant, c'est comme beau. Je les vois des compagnies de patates qui ont des beaux brandings. J'ai vu la Ben oui. V qui ont fait du bon branding. Je suis tellement content là-dessus. Malgré les produits, il y a toujours des bons produits, mais c'est seulement le design et le packaging qui change. Puis ça, C'est capital. Là. ah, ouais. C'est capital. Avoir une image de marque solide, qui est bien enracinée, qui fit avec le produit puis les clientèles qu'on veut viser, là, c'est capital. Nous, on travaille avec des Jedi qui vont coordonner la création des logos puis des premiers packages visuels. Puis on va vraiment aider à arrimer les différents fils. C'est bien comprendre l'entreprise avec qui on fait affaire, bien comprendre son marché. On fait ça affaire avec entreprise qui vise le marché global, la clientèle générale, où on a un produit upscale, 100% des ingrédients sont bio, locaux. On vise donc un price point qui est supérieur et une clientèle beaucoup plus nichée. Il faut absolument là, tenir compte de ça quand on va créer là, l'image de marque, puis déployer cette image de marque-là en emballage sur les médias sociaux, sur le site web. Justement, c'est tous nos lecteurs, nos clients veulent aller à l'international tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Tout le monde veut aller dehors de la frontière. C'est comme le rêve de tout le monde. C'est comme le rêve de tout le monde. Je connais personne avec qui j'ai parlé, qui fait des entrevues qui ne veulent pas aller dehors de la frontière québécoise. C'est comme... Oui, mais c'est important de remplir le marché local avant. Tu sais, c'est important Ah. d'avoir la cour pleine. Ça permet de sécuriser ce lancement-là à l'international. Tu sais, c'est déjà compliqué se lancer en Ontario. Imaginez se lancer en Europe. Ça demande beaucoup de ressources. Donc, moi, je suggérerais là, de remplir le marché local avant d'attaquer l'international. Ça demeure le rêve ultime, mais on peut y arriver une fois que l'entreprise est mature dans son marché, là, selon moi. C'est tout le temps, c'est tout mon conseil. Take care of your background tout le temps, hein. Mais écoute, Simon, merci beaucoup pour ton temps. Bien content. Je pense qu'on va se parler de plus en plus. On va se voir, je pense, peut-être au CIAL. On va se voir Oui, peut-être absolument. à CETAC, Doux, tous les événements de bourse que le monde ne pense pas, mais il y en a beaucoup au Québec d'événements de bourse. Puis bien sûr, en Ben oui. Ontario, HFO, toutes ces affaires-là.
Écoute, merci beaucoup, Simon. Bien sûr, on va laisser toute l'information à la fin du podcast et tout ça pour vous contacter. Et bien sûr, comme je dis à tout le monde, on va continuer à faire des entrevues avec des consultants, avec des compagnies d'équipement, tout ça, des compagnies de tout ça, pour comprendre un petit peu le marché international, le marché local, puis toute la beauté la, la logistique, la distribution, puis toutes ces affaires-là. Puis ça, Simon, merci beaucoup. Hein? Merci, Leonardo. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme vous savez, comme je dis, on va de plus en plus mettre en place cette série de podcasts sur la bouffe, tout ça. C'est un volet qu'on doit commencer parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. Abonnez-vous, bien sûr, à la section Baron Pro. Comme vous savez, j'ai des infos spéciales pour vous autres. Il y a du contenu. On a fait plein de contenu sur le NOLO, non-alcoholic and low alcohol, qu'on est en train de faire de plus en plus. Vous voyez à peu près une soixantaine d'articles à peu près par mois. Bien sûr, abonnez-vous aussi à notre infolette de vin et distillerie, notre infolette de bouffe qui s'en vient. Puis bien sûr, English is coming very, very soon. So, allez-y là-dessus aussi. Merci à tout le monde de nous écouter. Ce podcast est commandité par Pivohub. Rappelez-vous le data, savoir où vendre, vous lancer, comprendre votre clientèle, tout ça. C'est vraiment important. C'est plutôt, lancer des produits, c'est intéressant. Savoir où ils sont, c'est plus intéressant. Puis savoir à qui qu'on vend, c'est intéressant. Puis bien sûr, aider le monde à bien trouver votre produit. Avec pivohub.com, vous allez voir tout ça. Mon nom, c'est Leonardo Calcagno. Merci beaucoup et à la prochaine.